J'étais dans la file à la pharmacie quand une femme a dit « Tu ressembles à ma sœur ». J'ai souri poliment. Elle a ajouté « Elle a disparu il y a 25 ans ». J'ai ri nerveusement et demandé « Quel était son nom ?» Elle m'a regardé et a dit « Ton nom ». Le flacon est tombé de ma main. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je pensais savoir qui j'étais, jusqu'à ce qu'une inconnue dans une pharmacie fasse voler toute ma vie en éclats avec 5 mots, elle a disparu il y a 25 ans. Je m'appelle Jessica Thompson, et voici l'histoire de comment j'ai découvert que tout ce que je croyais savoir sur moi-même n'était qu'un mensonge. Tout a commencé un mardi après-midi pluvieux à Portland. Je faisais la queue chez Walgreens, me sentant misérable à cause d'une sinusite, quand une femme plus âgée s'est retournée et m'a dévisagé comme si elle avait vu un fantôme. Son visage est devenu blême, ses mains se sont mises à trembler, puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. « Vous ressemblez tellement à ma sœur. » Ce n'était pas la première fois que j'entendais ça. Les gens me disent souvent que je leur rappelle quelqu'un. Ma meilleure amie, Ashley, dit que j'ai un de ces visages génériques, familiers. Le genre de visage qui fait croire aux inconnus qu'on est allé au lycée ensemble. J'ai donc souri poliment, comme on le fait quand quelqu'un dit une chose pareille en public. Mais cette femme ne m'a pas rendu mon sourire. Au lieu de ça, des larmes ont commencé à perler dans ses yeux. « Elle a disparu il y a 25 ans », a-t-elle murmuré. C'est à ce moment-là que mon sourire poli s'est effacé. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de brut et de désespéré qui m'a donné la chair de poule. J'ai ri nerveusement, essayant de détendre l'atmosphère. « Je suis désolé d'entendre ça. Comment s'appelait-elle » Elle m'a fixé pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis elle a prononcé 2 mots qui m'ont glacé le sang, « Votre nom ». Le flacon de médicaments que je tenais m'a glissé des mains. Je l'ai regardé tomber au ralenti, je l'ai entendu heurter le linoléum avec un bruit sec. De petites pilules blanches se sont éparpillées partout, roulant sous le présentoir de bonbons, rebondissant sur les chaussures marron sans fantaisie de la femme. Mais aucune de nous n'a bougé pour les ramasser. « Mon nom » ai-je répété, ma voix à peine un murmure. « Rachel » a-t-elle dit. « Rachel Marie Anderson. » Mon deuxième prénom est Rachel. Jessica Rachel Thompson. Mes parents m'ont dit qu'ils m'avaient appelé ainsi en hommage à ma grand-mère, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Elle était morte avant ma naissance, ou du moins, c'est ce qu'ils disaient. La femme s'est approchée, et je pouvais voir chaque ride sur son visage, chaque cheveu gris qui avait probablement pris cette couleur après des années d'inquiétude. « Vous avez ses yeux » dit-elle. Verts avec de petites paillettes dorées. Et cette cicatrice au-dessus du sourcil. Ma main s'est portée involontairement sur la petite cicatrice au-dessus de mon œil droit. Je me l'étais faite en tombant de vélo quand j'avais 7 ans. Mon père m'avait emmené d'urgence à l'hôpital, maman m'avait tenu la main pendant qu'on me faisait 3 minuscules points de suture. Je m'en souvenais parfaitement. Ou peut-être pas. « Quel âge avez-vous » a demandé la femme. « 32 ans. » Elle aurait 32 ans. Sa voix s'est brisée sur ces mots. Elle avait une tache de naissance sur l'épaule gauche, en forme de croissant de lune. La pharmacie m'a soudain semblé trop petite, trop éclairée. Les néons au plafond bourdonnaient comme des guêpes en colère. J'entendais mon cœur battre à tout rompre dans mes oreilles, couvrant la douce musique diffusée par les haut-parleurs. Un homme âgé derrière nous s'est raclé la gorge avec impatience, mais nous n'avons pas bougé. « Je suis désolé » ai-je réussi à dire. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Mais même en le disant, quelque chose de glacial me parcourait l'échine. Parce que j'ai bien une tache de naissance sur l'épaule gauche, exactement en forme de croissant de lune. J'avais toujours trouvé ça mignon, unique. Mon petit ami à l'université l'embrassait et l'appelait mon porte-bonheur. La femme a plongé une main tremblante dans son sac à main et en a sorti une photographie usée. C'était elle. C'était Rachel. J'ai regardé la photo et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Une petite fille me regardait, souriant avec 2 dents de devant en moins. Elle avait mon nez, mon menton, ses mêmes yeux verts aux paillettes dorées. Elle portait une robe rose que j'ai juré avoir possédée. « Je dois y aller » ai-je dit en reculant. « Je suis désolé, je dois y aller. » J'ai tourné les talons et je suis sorti en courant de la pharmacie, laissant mes médicaments, ma dignité et peut-être toute mon identité éparpillée sur ce sol. La pluie me frappait le visage comme des aiguilles froides, mais je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ma voiture. Je suis resté assise là, moteur éteint, la pluie battant sur le pare-brise, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Mais voilà le problème avec la vérité, elle ne se soucie pas de savoir si vous êtes prêt pour elle.
Elle n'attend pas le moment parfait. Parfois, elle vous trouve un mardi ordinaire, alors que vous êtes malade et vulnérable, en train de faire la queue dans une pharmacie. Parfois, elle ressemble aux larmes d'une inconnue et sonne comme votre propre nom, prononcé par quelqu'un qui vous cherche depuis 25 ans. Je m'appelle Jessica Thompson. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ce mardi après-midi, j'ai commencé à me demander si mon nom n'était pas en réalité Rachel Marie Anderson, et si la vie que j'avais vécue n'était pas construite sur la tragédie de quelqu'un d'autre. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre mardi de ma vie. Je me suis réveillé à 7h30 dans mon appartement du Pearl District, celui avec les murs en briques apparentes et la fenêtre qui ne fermait jamais complètement. La pluie crépitait contre la vitre, ce qui n'avait rien de nouveau pour un mois de mars à Portland. Mes sinus me donnaient l'impression que quelqu'un les avait bourrés de boules de coton trempées dans du ciment. Je me suis retourné et j'ai attrapé mon téléphone, plissant les yeux devant l'écran lumineux. 3 textos d'Ashley me demandant si notre café de jeudi tenait toujours. Un de ma mère avec un GIF de chat qui danse et les mots « Joyeux mardi, ma chérie ». Et 2 appels manqués de mon client qui voulait savoir si je pouvais rendre le logo, plus violet, mais moins violet. Je m'appelle Jessica Thompson et je conçois des logos pour de petites entreprises. Ce n'est pas le travail le plus glamour, mais ça paie les factures et me permet de travailler de chez moi en pyjama. Je faisais ça depuis 5 ans, depuis que j'avais obtenu mon diplôme en graphisme de l'Université d'État de Portland, avec une montagne de dettes étudiantes. Je me suis traîné hors du lit jusqu'à la cuisine. Mon appartement était petit mais confortable, décoré avec des trouvailles de friperie et des plantes que, par je ne sais quel miracle, je n'avais pas encore tuées. Les murs étaient couverts de mes propres œuvres et de photos de vacances en famille. Il y en avait une de mes parents et moi à Crater Lake quand j'avais 15 ans, nous plissions tous les yeux sous le soleil éclatant. Une autre de ma remise de diplôme, mon père l'air fier dans son unique costume, ma mère pleurant des larmes de joie. Suzanne et Michael Thompson, les meilleurs parents qu'on puisse souhaiter. Maman travaillait comme infirmière en pédiatrie à l'eau, rentrant à la maison avec des histoires d'enfants courageux et de parents reconnaissants. Papa était comptable dans un cabinet du centre-ville, le genre de type qui s'enthousiasmait pour la saison des impôts et aimait vraiment équilibrer l'échiquier. Ils étaient mariés depuis 35 ans et se tenaient encore la main en marchant. Je me suis préparé un thé au miel, espérant que ça soulagerait ma gorge. Pendant que l'eau bouillait, mon téléphone a sonné. Le visage de maman est apparu à l'écran, souriant sur cette photo que j'avais prise à son dîner d'anniversaire l'année dernière. « Bonjour ma chérie », dit-elle quand j'ai répondu. « Comment tu te sens ?» Comme si on m'avait rempli la tête de béton, ai-je croassé. « Tu as appelé le médecin ? Tu sais comment tu es avec les sinusites. Tu te souviens de cette fois au lycée où tu as trop attendu et que tu as fini avec une pneumonie ? » Je m'en souvenais. Maman était restée à la maison pendant 3 jours pour me faire de la soupe et me forcer à boire ce qui semblait être des litres d'eau. Elle avait dormi sur une chaise dans ma chambre parce qu'elle s'inquiétait pour ma respiration. « J'irai à la clinique sans rendez-vous, ai-je promis. »« Bien. Oh, et n'oublie pas le mariage d'Emma le mois prochain. Tante Karen a appelé hier pour s'assurer que tu avais reçu l'invitation. Tu sais comment elle est avec les RSVP. » Emma était ma cousine, la fille de tante Karen. Nous avions grandi ensemble, passant nos étés sur la côte à construire des châteaux de sable et à chercher des coquillages. La famille Thompson était petite mais soudée, juste mes parents, tante Karen et oncle Bill, et leurs 2 enfants. Mes grands-parents étaient tous décédés avant ma naissance, ce que j'avais toujours trouvé triste. Pas d'histoire sur les biscuits de grand-mère ou les récits de guerre de grand-père comme les autres enfants. Après avoir raccroché avec maman, j'ai pris une douche, enfilé un vieux sweatshirt de l'université de l'Oregon de mon père et un jean, et je me suis dirigé vers la clinique. Le médecin a confirmé ce que je savais déjà, une sinusite. Elle m'a renvoyé avec une ordonnance d'antibiotiques et l'ordre de me reposer. La pluie s'était intensifiée quand j'ai quitté la clinique. Je suis resté assise dans ma Honda Civic un moment, hésitant entre aller chercher les médicaments tout de suite ou simplement rentrer dormir. La responsabilité l'a emporté. Le Walgreen de la 23e rue Nord-Ouest n'était qu'à 5 minutes. J'ai trouvé une place de parking juste devant, ce qui m'a semblé être un petit miracle. À l'intérieur, la pharmacie était animée mais pas bondée. Un homme âgé se disputait à propos de sa couverture d'assurance, une jeune maman jonglait avec un bambin et un sac de médicaments. Une scène normale de mardi après-midi. J'ai tendu mon ordonnance au préparateur en pharmacie, un gamin qui avait l'air d'avoir 12 ans mais qui était probablement à l'université. 20 minutes, a-t-il dit sans lever les yeux. J'ai donc flâné dans les allées, ramassant des choses dont je n'avais pas besoin.
Un baume à lèvres, un magazine avec des conseils de rangement de printemps en couverture, un sac de pastilles pour la toux. Des choses normales pour une personne normale menant une vie normale. Si quelqu'un m'avait dit que dans 20 minutes, tout ce que je croyais savoir sur moi-même s'effondrerait, j'aurais ri. J'étais Jessica Thompson. J'avais des photos de bébés sur la cheminée de mes parents à partir de l'âge de 3 ans. J'avais un certificat de naissance, un numéro de sécurité sociale, une histoire. Mais les histoires, j'allais l'apprendre, peuvent être réécrites. Et parfois, les moments les plus ordinaires ne sont que le calme avant que tout ne bascule. La file d'attente à la pharmacie avançait lentement. Je me balançais d'un pied sur l'autre, essayant d'ignorer la pression dans mes sinus. La femme devant moi achetait ce qui ressemblait à la moitié du rayon jardinage. Des gants, de l'engrais pour plantes et une de ces petites pelles à main. Elle avait les cheveux gris tirés en un chignon soigné et portait un gilet qui me rappelait quelque chose que ma mère aurait pu porter. Quand elle s'est retournée pour partir, nos regards se sont croisés. Le changement dans son expression a été instantané et terrifiant. Son visage est passé d'une distraction agréable à un choc total, la couleur sang drainant comme si on avait tiré une bonde. Sa bouche s'est légèrement ouverte et le sac de fournitures de jardinage lui a glissé des mains. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. Je me suis penché pour l'aider à ramasser les objets éparpillés. « Est-ce que ça va? Vous voulez vous asseoir ?» Elle a attrapé mon poignet alors que je lui tendais les gants. Sa poigne était plus forte que je ne l'aurais cru. « Vous ressemblez tellement à ma sœur. » Je me suis redressé, retirant doucement ma main. « On me dit que j'ai un de ces visages? » « Non » a-t-elle secoué la tête violemment. « Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste une ressemblance. C'est tout, la façon dont vous penchez la tête, votre nez, vos yeux, même cette cicatrice. » Son doigt a pointé la petite marque au-dessus de mon sourcil droit. Je l'ai touchée par réflexe, comme je le faisais toujours quand quelqu'un la mentionnait. Je me la suis faite en tombant de vélo. « Quand vous aviez 7 ans, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Comment pourriez-vous savoir ça? Parce que Rachel s'est fait cette cicatrice quand elle avait 7 ans, 2 semaines avant de disparaître. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle essayait de faire du vélo sans les petits trous, a heurté une pierre et est passée par-dessus le guidon. 3 points de suture à l'hôpital Saint-Maries. La pharmacie m'a soudain semblé trop chaude. J'entendais le sang affluer à mes oreilles. Je crois que vous vous trompez. Je m'appelle Jessica. Quel est votre nom complet? Elle s'est penchée en avant, ses yeux scrutant les miens avec une intensité désespérée. Jessica Thompson. Les mots sont sortis automatiquement. Puis j'ai ajouté sans réfléchir, Jessica Rachel Thompson. La femme a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Son sac à main est tombé par terre. Rachel, votre deuxième prénom est Rachel. C'est un prénom courant, ai-je dit, mais ma voix me semblait étrange. Quel âge avez-vous? 32 ans. Né en 1993. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Rachel aurait 32 ans. Née le 15 mai 1993. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Elle avait les yeux verts avec des paillettes dorées, comme les vôtres. Elle était gauchère. Êtes-vous gauchère? J'ai baissé les yeux sur ma main gauche, qui serrait toujours mon ordonnance. Beaucoup de gens sont gauchers. Elle avait une tache de naissance sur l'épaule gauche, en forme de croissant de lune. Ma mère avait la même. C'est de famille. Le papier de l'ordonnance s'est froissé dans mon poing. J'avais cette tache de naissance. J'avais toujours pensé qu'elle était unique, spéciale. Mon petit ami à l'université la traçait du doigt. Mais comment cette inconnue pouvait-elle savoir ça? Je dois vous montrer quelque chose. La femme a fouillé dans son sac, sortant un portefeuille en cuir usé. De l'intérieur, elle a extrait une photographie, la tenant avec des mains tremblantes. Voici Rachel. Elle a été prise 3 jours avant sa disparition. J'ai regardé la photo et j'ai senti le monde basculer. Une petite fille souriait à l'appareil, ses 2 dents de devant manquantes. Elle portait un casque de vélo rose et des genouillères assorties. Derrière elle, un vélo rouge avec des rubans blancs sur le guidon. Mais c'était son visage qui m'a fait m'agripper au comptoir de la pharmacie pour me soutenir. C'était mon visage. Pas un visage similaire, pas un visage ressemblant. C'était exactement mon visage, celui des photos sur la cheminée de mes parents. La plus ancienne photo qu'ils avaient de moi datait de mon 3e anniversaire. Ils disaient que tout ce qui datait d'avant avait été perdu dans un incendie. Elle jouait dans notre jardin, a poursuivi la femme, la voix creuse. À Denver.
Je suis rentré pour répondre au téléphone. C'était ma mère qui appelait pour le dîner du dimanche. Je ne suis parti que 5 minutes. Quand je suis revenu, le portail était ouvert et Rachel avait disparu. Nous avons cherché pendant des heures, des jours, des années. Je ne suis pas elle, ai-je dit, mais les mots sonnaient comme un mensonge. Je suis de Portland. Mes parents sont Suzanne et Michael Thompson. J'ai toujours été Jessica. Alors comment expliquez-vous ça? Elle a sorti une autre photo. C'est ce à quoi Rachel ressemblerait à 30 ans, d'après le spécialiste du vieillissement facial. J'ai fixé l'image générée par ordinateur. Ça aurait pu être la photo de mon permis de conduire. Quel était son nom de famille, me suis-je entendu demander. Anderson. Rachel Marie Anderson. Je suis Carol Anderson. Je suis votre sœur. C'est à ce moment-là que les antibiotiques m'ont glissé des mains, le flacon se brisant à l'impact, les pilules s'éparpillant sur le sol comme de minuscules secrets blancs que je ne pouvais plus contenir. Je suis sorti de la pharmacie en courant comme si le bâtiment était en feu. Les portes automatiques ne s'ouvraient pas assez vite. Je les ai franchies en trombe, sortant sous la pluie, cherchant un air qui ne venait pas. Ma voiture était là, à seulement 6 mètres, mais cela me semblait des kilomètres. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de réussir à déverrouiller la portière. À l'intérieur, j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La pluie martelait le pare-brise, créant un mur d'eau entre moi et le monde. Je ne pouvais cesser de voir cette photo, cette petite fille avec mon visage. Rachel Marie Anderson. Le nom résonnait dans ma tête comme une chanson que je ne me souvenais pas avoir apprise. Je suis rentré chez moi en pilote automatique, j'ai monté les 2 étages en courant et j'ai claqué la porte derrière moi. Mon reflet dans le miroir du couloir m'a laissé pétrifié. J'ai fixé mon visage, cherchant la preuve que j'étais bien celle que j'avais toujours cru être. Mais tout ce que je voyais, c'était des questions. Je suis allé directement à la bibliothèque où mes parents gardaient nos albums de photos de famille. En grandissant, j'en avais eu des copies. Mes mains tremblaient en sortant le plus ancien, étiqueté « Les premières années de Jessica » de l'écriture soignée de ma mère. La première photo me montrait à ma fête d'anniversaire pour mes 3 ans, du gâteau au chocolat étalé sur mon visage, un chapeau de fête pointu glissant de ma tête. J'ai tourné la page. Moi à Noël, peut-être à 3 ans et demi, serrant un éléphant en peluche. Une autre page, premier jour de maternelle, 4 ans, portant un sac à dos Minnie Mouse. J'ai feuilleté en arrière. Rien. Aucune photo de bébé, aucune photo de bambin, pas de premier pas, de premier mot, de premier rien. Ma vie, selon ces albums, commençait à l'âge de 3 ans. J'ai attrapé mon téléphone et appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Salut ma chérie, tu as eu tes médicaments ? Maman, je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Jessica, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. Pourquoi n'ai-je aucune photo de bébé? » Le silence s'est éternisé. Je pouvais entendre sa respiration, rapide et superficielle. On te l'a déjà dit. L'incendie de la maison quand tu avais 3 ans. On a tout perdu. Quel incendie? Où habitions-nous? En Californie, avant de déménager à Portland. Où en Californie? Une autre pause. Sacramento. Quelle était notre adresse? Jessica, pourquoi tu poses ces questions maintenant? Réponds-moi, maman, s'il te plaît. Quelle était notre adresse? Je ne me souviens pas de l'adresse exacte, ça fait si longtemps. Tu te souviens de tout. Tu as encore le reçu de mes chaussures pour mon premier jour de maternelle. Comment peux-tu ne pas te souvenir de l'endroit où nous vivions? Jessica, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis mise devant le miroir, retirant ma chemise de mon épaule gauche. Elle était là. La tache de naissance à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé, en forme de croissant de lune. J'ai appelé Ashley. Peux-tu venir tout de suite? Jess, je suis au travail. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît. J'ai besoin de toi. 20 minutes plus tard, elle était à ma porte, encore en blouse d'hygiéniste dentaire. Je lui ai tout raconté, les mots se bousculant dans un flot ininterrompu. La femme à la pharmacie, les photos, la sœur disparue nommée Rachel, la tâche de naissance. Ashley écoutait, son visage devenant de plus en plus inquiet à chaque détail. D'accord, réfléchissons logiquement. Ça pourrait être une coïncidence. Rachel est un prénom courant, beaucoup d'enfants tombent de vélo. Et la tâche de naissance?
Et le fait que je n'ai aucune photo avant l'âge de 3 ans? Et que mes parents ne se souviennent pas où nous vivions? Peut-être qu'ils disent la vérité à propos de l'incendie. Alors pourquoi ne se souviennent-ils pas de l'adresse? Pourquoi ne m'ont-ils jamais ramené en Californie pour me montrer où nous habitions? Pourquoi est-ce que je ne connais aucun ami de la famille d'avant Portland? Ashley se mordit la lèvre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dois savoir la vérité. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert Facebook. Aide-moi à la trouver. Ça n'a pas pris longtemps. Carol Anderson, enseignante à la retraite, habite à Portland. La photo de profil la montrait avec ce qui ressemblait à des petits-enfants. Sa photo de couverture était un jardin en pleine floraison. C'est elle, ai-je murmuré. C'est la femme de la pharmacie. J'ai cliqué sur ces photos, faisant défiler des années de réunions de famille, de vacances, de vie ordinaire. Puis je l'ai trouvée. Un album intitulé « Jamais oublié ». Mon doigt a plané dessus un instant avant de cliquer. La première photo m'a coupé le souffle. Un portrait de famille, une Carole plus jeune, peut-être au début de la trentaine, avec un homme qui devait être son mari, une fille d'environ 10 ans, et une plus jeune fille d'environ 7 ans avec un sourire édenté. La légende disait, la dernière photo de notre famille au complet. Rachel a disparu 2 semaines plus tard. Nous n'avons jamais cessé d'espérer. J'ai fixé le visage de cette petite fille. Mon visage. Oh mon Dieu, a murmuré Ashley. Jess, tu dois la rencontrer. J'ai hoché la tête, la gorge trop nouée pour parler. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé un message. Madame Anderson, c'est Jessica de la pharmacie. Je pense que nous devons parler. 3 jours plus tard, j'étais assise en face de Carol Anderson dans un petit café sur Hawthorne. Elle avait répondu à mon message en quelques minutes, suggérant que nous nous rencontrions dans un endroit public mais calme. J'avais à peine dormi depuis la rencontre à la pharmacie, passant mes nuits à regarder des photos et à chercher des souvenirs qui n'existaient pas. Carol est arrivée avec un grand sac fourre-tout et un dossier en carton. Ses yeux étaient rougis, comme si elle avait pleuré pendant des jours. Peut-être que c'était le cas. Elle s'est assise prudemment, comme si des mouvements brusques pouvaient m'effrayer. « Merci de me rencontrer », dit-elle doucement. « Je sais que tout ça doit être bouleversant. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle a sorti le dossier en carton, étalant son contenu sur la petite table. Des coupures de journaux, des avis de recherche, des rapports de police. Toute une vie documentée par des recherches désespérées. Ça, c'était dans le Denver Post, a-t-elle dit en montrant un titre, une fillette disparaît de son jardin. L'article était daté du 3 juin 1998. Nous venions d'emménager dans cette maison, nouveau quartier. Je pensais que la clôture était sécurisée. Elle m'a montré une autre coupure, Rachel Marie Anderson, 7 ans, cheveux bruns, yeux verts, un M06, 20 kg, portant une robe d'été jaune avec des papillons. Gauchère, cicatrice au-dessus du sourcil droit, tache de naissance sur l'épaule gauche. Ma main s'est inconsciemment portée à mon épaule. La police pensait qu'elle s'était éloignée et s'était perdue, a continué Carol. Puis ils ont pensé qu'elle avait peut-être été enlevée. Nous avons eu des volontaires qui ont cherché pendant des semaines. Mon mari a pris un congé, nous avons engagé des détectives privés. Ensuite, elle a sorti un album photo, celui dont j'avais vu des aperçus sur Facebook. C'était le premier jour d'école de Rachel. Elle était si excitée, elle a insisté pour porter ses nouvelles chaussures qui s'allument, même si elle n'allait pas avec sa robe. Page après page d'une vie interrompue, fête d'anniversaire, matin de Noël, une visite au zoo. Sur chaque photo, je me voyais. Pas quelqu'un qui me ressemblait. Moi. Celle-ci a été prise le matin de sa disparition, a dit Carol, la voix brisée. Elle m'a montré un polaroid d'une petite fille mangeant des céréales, souriant à l'appareil avec du lait sur le menton. Elle traversait une phase où elle voulait des photos de tout. J'ai dû prendre 50 photos cette semaine-là. Je ne me souviens de rien de tout ça, ai-je murmuré. Tu étais si jeune. Un traumatisme peut affecter la mémoire, surtout chez les enfants. Carol a de nouveau fouillé dans son sac et en a sorti un petit éléphant en peluche, usé et délavé. C'était le tien. Ton jouet préféré. Tu l'appelais Cacahuète. Tu n'allais nulle part sans lui. J'ai fixé l'éléphant. Quelque chose a remué dans mon esprit, pas tout à fait un souvenir, mais son écho. La sensation d'une fourrure grise et douce contre ma joue. Ma fille Emma l'a trouvé sous le lit de Rachel une semaine après sa disparition. Je l'ai gardé toutes ces années, en espérant qu'un jour je pourrais te le rendre. Ça ne prouve rien, ai-je dit, mais ma voix était faible. Beaucoup d'enfants ont des éléphants en peluche.
Carole a hoché la tête. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Elle a sorti un kit de test ADN. J'ai déjà fait le mien. Si tu es d'accord, nous pourrons savoir avec certitude. J'ai fixé le kit. Une si petite chose pour contenir une si énorme vérité. Qu'est-il arrivé à votre mari? Ai-je demandé. David est mort il y a 5 ans. Crise cardiaque. Il n'a jamais perdu espoir, mais le fait de ne pas savoir l'a détruit. Chaque fois que le téléphone sonnait, chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, il pensait que c'était peut-être des nouvelles de Rachel. Elle a essuyé ses larmes. Il aurait été si heureux de te rencontrer. Et Emma, elle a 37 ans maintenant, mariée, 2 enfants. Elle avait 10 ans quand tu as disparu. Elle s'est sentie coupable pendant des années, pensant qu'elle aurait dû mieux te surveiller. Ça a affecté toute sa vie. Elle est devenue travailleuse sociale, spécialisée dans les cas d'enfants disparus. J'ai pris le kit ADN avec des mains tremblantes. Combien de temps pour les résultats? 2 semaines, si on paie pour un traitement accéléré. 2 semaines pour savoir si toute ma vie était un mensonge. J'ai ouvert le kit et suivi les instructions, frottant l'écouvillon à l'intérieur de ma joue pendant que Carole regardait, des larmes coulant sur son visage. Il y a autre chose, dit-elle alors que je scellais l'échantillon. Tes parents. Suzanne et Michael Thompson. Je dois savoir comment ils t'ont eu. Ce sont de bonnes personnes, ai-je dit sur la défensive. Ils m'aiment. Je ne dis pas le contraire. Mais Jessica, si tu es Rachel, ils ont eu l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 25 ans. Ils savaient que tu étais portée disparue. Ton visage a été sur les briques de lait, les sites web et les émissions de télévision. Comment n'ont-ils jamais rien vu? J'ai pensé à la réticence de mes parents à voyager, à leurs réponses vagues sur notre vie avant Portland, à la façon dont ils avaient toujours changé de sujet quand je posais des questions sur la famille élargie. Nous aurons bientôt des réponses, dit doucement Carole. Mais dans mon cœur, je sais déjà. Une mère connaît son enfant, même après 25 ans. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Son contact était chaleureux, familier d'une manière qui me serrait la poitrine. Je n'ai jamais cessé de te chercher, Rachel. Pas un seul jour. Les résultats ADN sont arrivés en 10 jours au lieu de 2 semaines. Je vérifiais mes emails de manière obsessionnelle, rafraîchissant la page toutes les quelques minutes, l'estomac noué. Quand la notification est enfin apparue, je l'ai fixée pendant 20 minutes avant de trouver le courage de l'ouvrir. Compatibilité à 99,9%. J'étais Rachel Marie Anderson. Je me suis assise sur le sol de ma salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Pas des larmes de tristesse, pas vraiment. Ni de joie. C'étaient des larmes de désintégration totale, comme si je fondais pour me reformer en quelqu'un d'autre. La confrontation avec mes parents a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je suis allé chez eux un dimanche, sachant qu'ils seraient tous les deux à la maison. Maman a ouvert la porte avec son sourire radieux habituel, mais il s'est effacé quand elle a vu mon visage. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Ils se sont assis sur leur canapé beige, se tenant la main, pendant que je leur montrais les résultats ADN. Maman s'est mise à pleurer immédiatement. Le visage de papa est devenu gris. Nous voulions tellement un bébé, a murmuré maman. Nous avions essayé pendant 10 ans. 3 fausses couches, des adoptions qui ont échoué. Puis la cousine de Michael a appelé. Elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait une petite fille qui avait besoin d'un foyer. La mère était soi-disant une toxicomane qui l'avait abandonnée. Vous saviez, ai-je dit. Vous deviez savoir que ce n'était pas vrai. Papa a finalement parlé, sa voix à peine audible. On s'en doutait. Mais on était désespérés. Et tu étais si parfaite, si douce. On s'est dit qu'on te sauvait. Me sauver de quoi? D'une famille qui m'aimait? Qui m'a cherché pendant 25 ans? Nous avons déménagé ici depuis l'Ohio, pas la Californie, a admis maman. Nous avons légèrement changé nos noms. Michael s'appelait Marc avant. J'étais Sandra, pas Suzanne. Nous nous sommes créés de nouvelles identités et n'avons jamais regardé en arrière. Chaque affiche d'enfants disparus, chaque reportage, vous avez dû voir mon visage. Nous les évitions, a dit papa. Nous ne regardions jamais les informations, jamais ces affiches. Nous nous sommes convaincus que tu étais mieux avec nous. Il m'avait aimé, c'était vrai. Il m'avait donné des cours de piano, m'avait aidé avec mes devoirs et m'avait encouragé à chaque match de football. Mais il m'avait aussi volé à une autre famille qui m'avait aimé la première. Ils avaient laissé Carole Anderson passer 25 ans à se demander si sa fille était morte ou vivante. Les complexités juridiques ont pris des mois à être démêlées.
Mes parents ont fait face à des accusations de soustraction de mineurs et de fraude à l'identité. Leurs avocats ont fait valoir que le délai de prescription était dépassé, qu'ils avaient été de bons parents, que j'avais eu une vie merveilleuse. Tout était vrai, mais cela n'effaçait pas le crime. Finalement, ils ont écopé d'une probation et de travaux d'intérêt général. Le juge a tenu compte de leur âge, de leur casier judiciaire autrement vierge et de mes propres sentiments compliqués concernant la punition. Je ne les voulais pas en prison. Je voulais juste la vérité. Rencontrer Emma pour la première fois était surréaliste. Ma sœur. Elle me ressemblait au niveau des yeux, avait le même rire. Ses enfants, mon neveu et ma nièce, m'ont accepté avec la simple ouverture d'esprit des enfants. C'est toi la tante qui était perdue ? A demandé Lily, 7 ans. Mamie a dit que tu étais perdue mais que maintenant tu es retrouvée. Carole m'a présenté au reste de la famille Anderson lors d'un barbecue qui m'a donné l'impression d'entrer dans une vie alternative. Des tantes et des oncles qui m'avaient cherché, des cousins qui avaient grandi en entendant parler de la petite fille disparue. Ils m'ont accueilli avec des larmes, des étreintes et 25 ans d'amour accumulés. J'ai gardé mon nom, Jessica, professionnellement, mais j'ai ajouté Rachel légalement. Jessica Rachel Anderson Thompson. Un nom à rallonge, mais il me semblait juste. J'étais les deux personnes maintenant, celle qui avait été perdue et celle qui avait été retrouvée. Les Thompson sont toujours dans ma vie. C'est compliqué et parfois douloureux, mais ce sont les seuls parents dont je me souvienne. Nous dînons ensemble une fois par mois, des conversations prudentes autour de plats familiers. Ils suivent une thérapie, travaillant sur leur choix. Moi aussi. Carole et moi prenons un café tous les mardis maintenant. Elle m'enseigne l'histoire de la famille, comblant les vides. Parfois, elle apporte Cacahuète l'éléphant, et je le tiens pendant qu'elle parle. Je commence à me souvenir de certaines choses, la balançoire dans le jardin, la façon dont David me lançait en l'air, Emma qui me tressait les cheveux. La pharmacie où tout a commencé est devenue un étrange point de repère dans ma vie. J'y vais encore, je me tiens parfois au même endroit, pensant à la façon dont une rencontre fortuite peut défaire tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Voici ce que j'ai appris, l'identité ne concerne pas seulement qui vous pensez être. Elle concerne qui vous avez été, qui vous avez perdu et qui vous choisissez de devenir. J'ai été volé, mais j'ai aussi été aimé. J'ai été perdu, mais j'ai aussi vécu. Ces contradictions ne s'annulent pas. Elles se superposent comme des couches de peinture sur une toile, créant quelque chose de complexe, de beau et d'entièrement mien. Mon histoire est devenue virale après que les nouvelles locales l'ont reprise. Des inconnus m'envoient des messages sur leurs propres questions d'identité, leurs propres mystères familiaux. Je leur dis à tous la même chose, la vérité vous trouvera quand elle sera prête. Parfois dans les endroits les plus ordinaires, comme une file d'attente de pharmacie un mardi pluvieux, quand vous vous y attendez le moins, votre monde entier peut changer. Si vous avez trouvé cette histoire significative, veuillez la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire sur vos propres expériences avec l'identité familiale ou les découvertes inattendues. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de vie réelle qui nous rappellent à quel point les moments ordinaires peuvent être extraordinaires.